Quand j'étais gamin, avec trop, mes copains d'école me disaient Jean de la Pousse. Et puis il y avait d'autres qui me disaient Jean de Camille. Et un autre vieux monsieur me disait Jean de Motelon. Et un autre avait dit Jean de Montbon. Ça, c'est le livre que mon père a tenu depuis. Il a commencé. Il était de 86. Alors, quand ils ont construit le Maillet en 1893, c'était encore pas lui qui tenait, mais il a demandé des renseignements à ses parents. Alors, il commence avec la construction du chalet. En l'an de grâce 1893, construit par les charpentiers Coppel, le chalet de la Paix. Pour sa construction, il a été utilisé quelques pièces du vieux chalet qui se trouvaient au sommet du pré. Il a coûté 700 francs. Les murs ont été faits par Louis Papillot d'Avin. Depuis sa construction, le chalet de la Paix accueille avec son hospitalité coutumière un grand nombre de personnes, tant parentes qu'employées ou amies. En 1894, c'est Ursule Cotagnou qui dirige le ménage, secourue par une servante, et accompagnée de ses deux enfants, Stéphanie, 11 ans, et Camille, 8 ans. Ce groupe a passé plusieurs périodes et Ursule Cotagnou, numéro 1, était bonne pastoresse, faisant de bonnes tomes, savourées en famille dans le courant de l'année. En 1897, Camille écrit « C'est l'année que j'ai passé l'été à Dorbon comme mampa. » C'est quoi un mampa? Un mampa, c'est en principe un jeune qui a besoin du Mayenne, qui est malade, alors il va à Dorbon pour profiter du lait, du fromage, et il paye quelque chose. Les souvenirs qui me restent de cette campagne du Mayen d'automne, c'est que Ami Penon n'était pas fort cuisinier. J'ai appris à ne pas être délicat, le lait a bien rempli son rôle et a suppléé au mets mal préparé. Ce séjour salutaire pour former un jeune homme à toute épreuve. En mai 1920, le chalet de la Paix hébergea le gendarme Bétrison, qui fit une randonnée avec Camille Cotagnou. Et très heureux de ce passage, manifesta sa reconnaissance en inscrivant contre la paroi de la chambre ses sentiments les suivants. Que Dieu protège le chalet de la Paix. Alors, première chose, voir dans les chambres s'il y a du dégât, s'il y a des pétales de souris ou bien. Alors on rappose la chambre. On va ouvrir le volet. Je viens de voir Bétrison. Oh, que Dieu protège ce foyer. Le 19 1920, Bétrison, gendarme. Voilà. Depuis 1922, l'année du mariage de Camille Cotagnou, le chalet de la Paix n'abrita plus du bétail et ne servit dès lors qu'à héberger la famille qui vint chaque année passer un séjour en montagne épuisée dans ce beau pays de Bomba où l'air est si pur, les forces nécessaires pour bien supporter les froids de l'hiver. De par sa configuration face au majestueux glacier de Tsan-Fleuron et des Diablerets, au pied du si impressionnant rocher qui supporte la montagne de Lodz, Momba est l'endroit rêvé pour un séjour de vacances. L'air constamment renouvelé par le léger vent venant du glacier agit sur l'organe digestif.
Et ceux dont l'appétit n'était plus connu depuis longtemps en plaine retrouvent ici à Montbas ce sport salutaire qui est mangé avec une faim de loup. De ce fait, après 15 jours à 1 mois de séjour, on se trouve entièrement retapé. Aussi bien, si ce n'est mieux, que d'avoir séjourné dans les stations climatiques du Valais ou d'ailleurs et payé une somme d'argent disproportionnée avec les ressources dont disposent les gens de la campagne. Ici, la nourriture principale est le lait, la polenta, le pain et tous ses dérivés farineux. Comme vêtements, pour tenues de gala et de sortie, ce sont les habits chauds et amples confectionnés au temps d'Abraham, que l'on laisse au chalet et que l'on retrouve annuellement avec un trou de plus et toujours plus démodé. Et pourtant, que l'on se sent heureux et sans souci dans cette tenue, sous la capote du grand-père, quand il fait froid ou il pleut. L'uniforme d'un roi guerrier ne vaut pas de bien loin l'accoutrement pratiqué par les habits de Montbas. Et pourtant, comme dit la chanson, sous ces habits grossiers battaient de nobles cœurs. En montagne, tout nous porte à la grandeur d'âme, au cœur généreux et à la confraternité. L'air pur que nous respirons, la nourriture saine et si simple que nous absorbons, la tranquillité dont nous jouissons, le coup d'œil grandiose qui nous est offert, sont autant de facteurs contribuant à opérer en nous les changements que nous subissons en montagne. En 1914, année de la mobilisation générale de guerre, le chalet était habité par François, son épouse Ursule et Camille Cotagnou. Et le séjour d'été fut brusquement interrompu pour descendre au village, appelé par les besoins de ce bouleversement général des affaires. Le chalet de la Paix subit plusieurs améliorations. Soit en 1934, Camille fit la cheminée à la grande satisfaction de toutes les cuisinières, leur épargnant cet inconvénient d'avoir toujours les yeux pleins de fumée. La même année, aidée par Maurice Gay, Camille fit encore la fenêtre de la cuisine, laquelle aurait dû être faite en même temps que la construction du chalet, tellement elle est utile et rend service. L'année suivante, en mai, les deux mêmes partagèrent la chambre avec les planches que Maurice Roux, charpentier à Avin, avait bonbonnées. Bambaner, ça veut dire scier en long. On prend un sapin de 7-8 mètres, un mélèze, et pour en faire des planches, on doit le scier en longueur. Alors, ceux qui n'ont pas de scierie électrique ou bien au fil de l'eau emploient une grande scie qu'on appelle la bambane, actionnée par deux hommes, un sur la poutre et l'autre en dessous. Et puis ici, dans ce sens-là, dans ce sens de la longueur, mais avec cette scie, un qui tire depuis dessus, l'autre qui tire depuis en bas. Très pénible. En 1936, les enfants passèrent la campagne du printemps avec grand-mère Putala pour continuer l'été. Vers la mi-juillet, grand-mère tomba malade. On a dû la descendre et la soigner à la maison. Toute la famille descend, ainsi que Georges Coelho, qui n'a que 2 ans. Même ma grand-mère n'a pu supporter sa maladie et Dieu l'a rappelée à lui vers la fin juillet. 26 août. Camille et Ursule sont venus passer 4 jours de congé avec les Mayentaires, soit le 26, 27, 28 et 29. Le 27 est un dimanche et le 29, Saint-Pierre. Ce qui est facile à s'absenter et laisser la corvée à notre bonne maman qui fait le nécessaire durant toute notre absence. Aussi, nous ne l'oublions pas durant notre court séjour, une bonne pensée affectueuse s'envole vers elle. Ce court séjour a passé rapidement dans le calme et la simplicité de la montagne, faisant grand bien, autant physiquement que moralement. 4 jours de tout repos où l'on respire à plein poumon ce bon air frais de Montbas, saturé du parfum de 1000 fleurs qui couvrent la tête de Montbas. L'été 1938 a commencé le 4 août par un temps superbe. Camille est de nouveau appelée au poste de cuisinier, tâche que l'on doit s'acquitter avec zèle, car à Montbas, tout le monde a bon appétit. Le départ de la maison a eu lieu à 3h45.
presque trop tôt, car jusqu'à Erde, nous avons dû voyager dans la nuit. De là, nous avons contemplé l'aurore boréale qui embrasait tout le Haut-Valais. Le coup d'œil était charmant. Ursule ne m'a pas lâché la main jusqu'à ce que le jour fît son entière apparition. Arrivés à Motellon à 7 heures, les pillets nous chargèrent les bagages et en route pour la dernière étape et arrivés à Montbas. Notre séjour en 1938 commence seul avec Sigismond et Ursule. Jean nous arrive le 8, tout heureux de rejoindre sa famille et retrouver son papa et ses frères. Le 8 août, creusage de la fouille pour placer les tuyaux de la fontaine et installer l'eau. Le 10, placer la chèvre de la fontaine et terminer l'installation. Le 11, mesurer l'eau. Le robinet donne 6 litres minute et peut couler 50 minutes avant d'épuiser le réservoir jusqu'où plonge le tuyau. La fontaine donne 2 litres minute sans l'accumulation. Le 29, jour de départ, clôture du Mayen d'été. Avec l'aide de Dieu, tout s'est bien passé. La mise en état du chalet donne toujours une occupation assez difficile, surtout pour suspendre les lits de façon à ce que les souris ne puissent pas les atteindre. Ce qui arriva maintes fois, causant de grands dommages. Que dire de ce calme qui règne dans cette région sur la montagne vidée de ses troupeaux? Tout est reposant et grandiose. Chaque heure passée en ce moment est un bienfait incalculable pour le repos de l'esprit et le renforcement du moral. Je ne regrette qu'une chose, c'est que toute ma famille ne soit pas ici pour jouir en commun d'une si belle journée automnale sur la montagne. Jean Cotagnou écrit « Malgré un léger accident à la jambe qui m'est arrivé en suspendant les couvertures du lit, je suis très charmé de cette belle journée passée dans la solitude des montagnes en compagnie de mon papa. Départ à 4h30 avec nos moutons. » Mardi 15 août, jour de la fête d'août, promenade à Dorbon. Départ à 8h30 après un bon déjeuner en compagnie de Sigismond, Ursule et Marc Papillot. Passage à la pierre montée, traversée de la Derborens. Au plan du torrent, Ursule vidait sa chopine de chocolat, tandis que les autres promeneurs dégustaient un gobelet de la bonne eau fraîche, additionnée de gouttes et marc. Arrivé au grenier de Dorbon en même temps que le fromager et le pâtre. Visite du grenier où nous avons remarqué la bonne tenue et la propreté des lieux. Ursule était toute heureuse de voir la montagne et ses hêtres. À ce sujet, son imagination prenait fin, se trouvant enfin en présence de la réalité. À Pierre-Grosse, au bord de la fontaine du Page, nous déballons nos sacs pour le dîner et je ne discuterai pas de l'appétit. Il était 12h30, donc l'heure du bien manger et du boire froid et peu. Nous fîmes honneur à nos provisions. Pendant le dîner, 2 marmottes avaient pour tâche de nous distraire à quelques 50 mètres de nous. Elles firent quelques tours d'acrobatie et quelques sifflets avant de disparaître dans leur terrier. Du Larza de Dorbon. Le Larza, c'est un endroit planté de mélèzes. En patois, Lars, ça veut dire mélèze. Alors le Larza, c'est une forêt de mélèzes. Alors du Larza de Dorbon, départ pour la Derborens, en passant sur la crête pour grappillonner des myrtilles. Moment indescriptible que de se trouver dans ces parages, loin du bruit, loin de la plaine, loin des soucis, dans les rhododendrons, les sapins, les mélèzes, les fraises et les myrtilles. Humant l'air pur et frais de la montagne, ces moments ne se décrivent pas. Il faut s'y trouver pour en ressentir toutes les grandeurs et les mystères qu'ils renferment. À Derborens, arrêt et dégustation du fendant de nos coteaux. Puis, départ pour la dernière étape, en repassant par la pierre montée, la combe, le godet. Il était bientôt nuit lorsque nous gravissons la forêt de Montbas. Le chemin nous parut court parce que tout au long, nous avons eu assez de conversations intéressantes pour absorber nos pensées et nous faire oublier les fatigues. Il était 9h15 lorsque nous arrivâmes à notre chalet. Nous mangeâmes une bonne poire beurrée comme dessert, du bon lait à Dorbon, et sans désirer autre chose, nous allâmes nous coucher,
heureux d'une bonne journée bien passée. Le même soir, à minuit 30, je fus tiré d'un profond sommeil par une sérénade sous mes fenêtres, donnée par 4 bons amis, soit Henri Varrone, Albert Papillou, avocat, Francis Germanier et Charlie Sautier, lesquels s'endonnèrent à cœur joie dans le chant des montagnards. L'accord était parfait, et les voix agréables et puissantes, me rendant de suite de bonne humeur, malgré l'heure insolite à laquelle mes hôtes m'avaient surpris. Après quelques chants exécutés ensemble, l'on se donne rendez-vous au lendemain pour faire un bon dîner ensemble, dégustant et appréciant les champignons cueillis par l'ami Francis et préparés par son aimable épouse Juliette. Le dîner fut des plus copieux. Camille prépara la salade et l'avocat Papillou plaida la bonne chère. Été 1940. Commençait la campagne d'été le lundi 5 août 1940 par Sigismond et Jean. Bon séjour. Nous avions une chèvre pour les 2. Principale nourriture, faite au lait. 19 août. Dimanche levé à 9h, grand débarbouillage. Habit du dimanche et j'ai prié la messe sur un petit livre avec la doublure d'ivoire. Ensuite, j'ai mené la chèvre à la prairie. Du haut de ce petit mamelon, la biquette bêlée. Elle semblait nous dire merci de l'avoir menée là-haut. Il est midi. Les préparatifs du départ sont bientôt terminés. Les matelas, couvertures, etc. sont déjà suspendus pour éviter la dent des souris. Les boîtes de provisions restant en réserve sont rangées sur la table de la chambre. Encore un dernier coup d'œil sur l'ensemble du chalet pour voir que tout soit en ordre pour passer l'hiver. Oh là, le seau d'eau n'est pas vidé. C'eût été un oubli fâcheux. Eh bien, forcément qu'en hiver, à l'intérieur du chalet, il y a moins 0 degré. Alors, ça gèle l'eau qu'il y a dans le bidon, qui prend de l'ampleur. L'eau en gelant a plus de volume et ça fait péter le bidon. Eugénie écrit « Le 25 août, samedi, Sigismond nous arrive à 8h du matin avec une mère poule et 12 poussins, tous en bonne santé, pour marquer la fête patronale et nous apporte aussi du gâteau et des gâteries. Montbas est très animé cet été. 6 chalets sont ouverts avec 38 personnes. Mardi, le 28 août. Jour de mon départ. Avec regret, je quitte Montbas où j'ai passé un bon séjour de repos et de tranquillité de 17 jours. À l'année prochaine, si Dieu le veut. Eugénie. Au chalet, tout le monde était déjà depuis 2 heures dans les bras de Morphée. Mais comme toujours à l'arrivée des hôtes de la maison, le réveil est prompt et tous sont heureux de voir déballer les sacs de voyage, lesquels renferment ordinairement des gâteries que l'on ne trouve pas dans les magasins de Montbas ou sur les sapins de la Zorette. Mardi 11, toilette autour du chalet avec un râteau. Camille ratelle des débris de bois et d'herbes sèches et d'un peu de tout, et jette tous ces débris dans le petit potager de la cuisine, lequel en était tout rempli. Ce qui ne fut pas prudent et causa un grand danger pour le chalet. Lorsque tous ces débris s'enflammèrent, une étincelle encore non éteinte tomba sur le toit et couva un instant pour dégénérer en commencement d'incendie. Ursule, se trouvant seule au chalet, appela du secours et grâce à la bonne volonté de tous les habitants de Montbas, lesquels avaient porté des seaux d'eau, le feu fut vite arrêté. Camille, qui se trouvait à la forêt sur un sapin assez haut, en entendant les cris de détresse d'Ursule, sauta à terre comme un écureuil et arriva en hâte au chalet. Sauta sur l'échelle confectionnée expressément pour escalader le toit, la plaça en face de la flamme et avec quelques seaux d'eau bien placés, le danger fut écarté. Et tout se borna à quelques 50 bardeaux brûlés. Je ne cacherai pas l'émotion que j'ai ressentie en ce moment, et en arrivant de la forêt au chalet qui commençait à brûler, je me suis senti bien faible et petit en ces lieux, en présence d'un danger ainsi, et instantanément j'ai pensé à plus fort et plus puissant que moi. J'ai demandé secours à Dieu et imploré sa toute-puissance. Non en vain. Ce que j'en suis fort reconnaissant et ne saurais l'oublier. Pour éviter qu'un fait semblable se renouvelle, j'ai allongé la cheminée d'un corps de tuyau, ce qui éloigne le danger. Il est cependant à recommander aux cuistots du chalet de la Paix d'être prudents et de ne pas trop remplir de petits bois le fourneau qui a un tirage de locomotive. Mercredi 12. Beau temps, promenade du côté du plan 18, d'où j'ai remarqué qu'un chalet du quartier de Poméron était en réparation du toit.
Je me suis approché et reconnaissant le propriétaire Pierre Décimo, je lui ai demandé à acheter 50 bardeaux pour réparer le toit du chalet. Avec 3 décis de bonne eau de vie et 2 paquets de cigares, j'ai obtenu les bardeaux nécessaires. Et immédiatement le toit fut réparé. Au plan du torrent, il était 13h30, les estomacs venaient creux et il était temps de faire l'arrêt réglementaire pour un bon dîner après avoir examiné l'endroit propice, ayant bon gazon, ombrage, eau fraîche. On déballe le sac où l'on ne trouve rien de superflu et le tout fait plaisir. Camille ouvre la boîte de thon, Ursule coupe finement l'oignon et la vinaigrette est vite prête. Bon appétit et silence. Jusque les estomacs eurent reçu les premières béquilles de ce fameux mélange, les langues commencèrent à se délier et tout était joie de vivre, soit par l'ambiance du lieu du banquet, soit par l'eau fraîche additionnée d'un filet de goutte et de dôle, soit par la bonne compagnie de ce petit duo formé par 2 êtres se chérissant. Tout contribuait à faire une journée de plaisir et de bonheur. Le tour vint enfin à Camille de venir le samedi 18 août pour redescendre le 24, juste le temps de faire coucou au chalet de la Paix. La montée me donna l'occasion de passer voir un Motellon, où j'arrivai à 14h pour faire un bon café avec cette fameuse eau des sources de Motellon, devenue célèbre en ces temps de décisions importantes, pour savoir si elles deviendront enfin une bonne eau potable des communes de Vétro et Ardon. Campagne d'été 1949. Les premiers jours passèrent normalement et le temps très beau contribua grandement à débuter dans la joie la saison d'été 1949. Eliane et Michel trouvaient charmant et agréable de ne pas avoir à risquer d'être écrasés par les automobiles. Par ces belles journées bien ensoleillées, la Guérite nous rendit bien service et c'est sous son ombrage qu'on prenait tous les repas, déjà le déjeuner et jusqu'au souper. Dimanche 3 septembre 1951. Arrivée de Camille à 18h sans trop de fatigue parce que conduit en moto par Jean jusqu'à Maduc. Nous avons eu un peu de peine à passer derrière la chapelle parce que les ouvriers travaillaient au chemin de la vallée. Heureusement, le député Camille Papillou, directeur de ces travaux, nous prête gracieusement son aide et mon fils Jean, quoique tout novice avec sa BMW, l'a conduit en main de maître à travers ce passage qu'un citadin croirait infranchissable. Et c'est un dimanche, mais les ouvriers travaillaient quand même ici. Alors on ne pouvait pas passer, c'était plein de blocs de pierre. Et mon père, comme il connaissait bien le directeur des travaux, Camille Papillou, ancien président de Comté, il a dit « Oh bien, on va aider à porter la moto à travers les 10 mètres où il y a des cailloux, puis après tu peux continuer. » Alors c'est ce qu'ils ont fait, les ouvriers m'ont porté la moto de l'autre côté des éboulis. Après j'ai pu l'amener jusqu'à Maduc. Et puis en descendant, c'était le même commerce, ils ont dû m'aider pour transposer la moto. Alors papa, dans son commentaire sur le livre du Maillet, mon fils Jean qui vient d'avoir la moto, mais c'était un as, il a su m'emmener sans incident jusqu'à Maduc. Et ça faisait une grande différence. Pour aller à pied d'ici à Maduc, c'était un bon bout quand même. Il disait que vous allez carrément à 40 km/h. Voilà, il a dit du 40 à l'heure. Et tu avais une BMW. Une BMW 250, comme les gendarmes. Incroyable, neuve, 2200. 2200. J'avais sorti mon assurance vie pour la payer. Alors, dis donc. Il était content, papa? Oh, ben, il n'a rien dit, tu vois. L'été 1950, nous n'avons pas été gâtés par les visites. Seul mon fils, l'ami Jean Cotagnou, buraliste postal, vint passer ses congés près de nous le 4 août pour rester jusqu'au samedi, le 12 août en compagnie de Aloïs Papillou et Benjamin. Depuis le départ de l'oncle Jean, mon petit Michel me disait souvent « Moi je m'ennuie de l'oncle Jean ».